nous avons essayé de mettre à contribution les structures qui sont communes aux différents dialectes. C'est ça la composition. Deuxième principe, c'est la progressivité. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons absolument pas la prétention de dire, eh bien, voilà, nous avons mis un terme à la construction de cette langue amazigh standard. C'est un processus continu, c'est un processus qui réclame une certaine flexibilité, et c'est un processus qui s'ouvre sur toutes les potentialités de la langue à travers les ressources offertes par les différents dialectes. Donc la langue amazigh, elle est en voie de construction, c'est une langue vitale, et il ne s'agit pas du tout d'un monstre, ce que certains appellent un monstre linguistique. Alors, je passe aux approches qui sont adoptées ici et là, soit pour défendre la langue amazigh, soit pour la nier. Je commencerai par la première approche. On va dire jusqu'à très récemment, l'approche qui a dominé, c'est concernant la question de la diversité linguistique et culturelle, c'est une approche négationniste. La langue amazigh, ça n'existe pas, il n'existe que des dialectes. La culture amazigh, en fait, c'est un ramassis de pratiques folkloriques. Et c'est une façon de décrédibiliser, évidemment, de décrédibiliser la langue et la culture amazigh. C'est un point de vue qui sont source dans une idéologie déterminée, qui peut être une idéologie héritée, je dirais, du panarabisme, avec, disons, une vision erronée, à mon sens, de l'unité des peuples qui ont en partage la langue et la culture arabe, puisque c'est une vision qui est fondée sur l'exclusion de l'autre, l'exclusion de la différence. Je pense qu'il existe aussi une tendance qui va dans le même sens et qui pense que la globalisation, c'est un phénomène irrépressible, c'est un phénomène auquel il faut se soumettre, et par conséquent, si le pays, si la population marocaine, y compris les masses de ce pays, si nous voulons tirer notre épingle du jeu économique et politique, eh bien, nécessairement, fatalement, il faut adopter, sinon assimiler, les langues dominantes à travers le monde, et notamment ce qu'on appelle les langues hypercentrales, l'anglais, le français, etc. Parce que les contraintes économiques l'exigent, parce que le progrès du pays l'exigerait, et par conséquent s'accrocher aux spécificités culturelles, et cela reviendrait à freiner le développement du pays, et cela, donc le fait d'adopter les grandes langues internationales, les grandes cultures, aiderait le pays à sortir en quelque sorte de son sous-développement économique et de son sous-développement politique également. Donc, je pense que les deux tendances existent, peut-être qu'elles sont minoritaires dans notre pays, mais elles existent. Elles existent. Alors maintenant,
très rapidement les tendances qui se réclament un peu de la mazirité et qui souhaiteraient l'officialisation de la langue amazigh. En gros, on peut dire qu'il y a deux tendances en gros. Il y a une tendance culturaliste qui réduit la mazirité à sa dimension linguistique et culturelle. Donc, il n'y a pas la question amazigh n'est pas une question politique, c'est une question culturelle. Et il faudrait arriver à trouver une solution adéquate au sort qui doit être fait à la langue et à la culture amazigh dans un projet de société qui accorderait une certaine forme de reconnaissance à la dimension culturelle et linguistique amazigh. Il y a un certain nombre d'associations culturelles qui, dans la pratique, se réclament de cette approche. Il existe une autre approche qui considère que la question amazigh et l'officialisation de la langue amazigh devraient trouver leur solution idéale dans une solution de type souverainiste, c'est-à-dire dans le cadre de l'autonomie régionale. Alors, il existe des associations culturelles qui posent le problème de la langue de la culture amazigh dans ces termes. Elles existent dans toutes les régions du pays. Et les arguments qui sont mis en avant par cette tendance, c'est des arguments historiques qui voudraient que, jusqu'à une date récente, en fait, le Maroc a toujours connu une certaine forme d'autonomie des régions. Alors, ce qu'on a appelé le bled siba de façon peut-être un peu péjorative, mais dans la réalité, beaucoup de régions amazigh-rophones essentiellement ont toujours vécu selon un mode d'autonomie dans la gestion de leur territoire et de leurs ressources. Alors, rapidement, la question de la régionalisation. Le rapport de la commission consultative de la régionalisation a avancé. Lorsqu'on le lit, je l'ai lu attentivement, il donne à réfléchir. Il donne à réfléchir dans le sens où, pour moi, c'est un rapport qui est totalement dépassé. Il est dépassé par la conjoncture, et dans le cadre de la conjoncture actuelle. Alors, comment cela? D'abord, il est clair que la Commission n'a pas pris en considération un certain nombre de revendications claires, transparentes, qui ont été exprimées durant les derniers mois. Deuxième chose, il me semble que la Commission a travaillé sur la base d'un parti pris. Alors, quel est ce parti pris? Il y a beaucoup de pervers dans la commission. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. D'origine berbère, vous avez dit? Oui, enfin, oui, il y en a. Sensible. Il y en a. Oui, la régionalisation, forcément. Il y en a sûrement. Je peux donner les noms si vous voulez. Bien sûr, il y en a. Mais dans la commission, votre La commission. Également. Mais bon, ça n'a pas. Alors, la commission n'a. Alors, la commission, disons, a travaillé sur la base du parti pris suivant.
la revendication culturelle et linguistique repose nécessairement sur des menées, je dirais, identitaristes, qui séparatistes et qui se font sur des particularismes ethniques. Et ces particularismes ethniques sont dangereux pour l'unité du pays. C'est dans le texte. C'est dans le texte. Bien, alors à partir de ce parti pris, on ne pouvait pas avoir plus ni mieux, c'est clair. Dans le rapport, il y a une occultation totale de la dimension linguistique et culturelle des régions. Donc, il n'y a aucune opportunité qui est envisagée pour la prise en charge de la valorisation, de la promotion de la langue et de la culture amazigh au niveau régional. 2. 3. Dans le rapport, on a affaire à une régionalisation à 2 vitesses. Il y a la régionalisation pour les provinces du Sud, et c'est carrément de l'autonomie régionale. Et alors, les autres régions devraient vivre sur le mode de la régionalisation avancée, avec, disons, comme fondement majeur, le développement économique. Comme si on pouvait dissocier le développement économique, ou tout projet de développement économique, du projet de développement de l'humain dans son intégralité, avec donc sa dimension linguistique et culturelle. Bon, j'en arrive à ma conclusion, je suis juste un peu rapide et bavard. L'officialisation de la langue amazigh, ce serait un signe fort de l'engagement du pays sur la voie d'une véritable démocratisation. Et sans l'officialisation de la langue amazigh, toute cette politique de promotion de la langue, de la culture amazigh ne serait que cautère sur jambes de bois, comme on dit. Ceci, nous le vérifions quotidiennement avec les institutions. Je prends 2 exemples. Dans le domaine de l'enseignement, l'enseignement de l'amazigh, il faut dire les choses clairement, l'enseignement de l'amazigh est bloqué au niveau du primaire. L'enseignement de l'amazigh n'est toujours pas généralisé à l'ensemble des écoles du pays, à l'ensemble des niveaux du système éducatif. Pourquoi cela? Parce que les responsables du ministère de l'Éducation nationale ne souhaitent pas que cette généralisation se produise. Bien, alors, face à ce blocage, que peut-on faire? Alors, vous pouvez faire votre travail institutionnel, vous essayez de discuter, de négocier, mais toutes les tentatives de négociation, elles ont échoué.